Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT. Je suis Cousin Vézuli en présence de Jocelyn Lomont pour une petite vidéo spéciale sur le metagame en Duel Commander. Donc il y a quelques temps, il y a eu le Demonic Tournament numéro 8 qui a eu lieu. Donc on a eu pas mal d'infos qui sont arrivées grâce à justement à ce gros tournoi, puisque forcément les gros tournois ce sont ceux qui sont les plus intéressants à étudier, puisqu'on voit de gros joueurs, on voit aussi beaucoup de rondes, donc du coup c'est pas juste un coup de chance pour arriver en top 8, c'est vraiment... Donc du coup on va revenir un peu sur ce metagame et on va parler avec vous sur cette vidéo de petits points sur quels sont les généraux qu'on classe, on va dire les decks to beat comme on dit en anglais, les généraux à battre, les généraux outsiders qu'on verra après qui vont venir à peu près, et quels sont ensuite les autres généraux qui peuvent peut-être quand même faire quelque chose. Voilà. On parlera en fin d'émission un petit peu de la banlist, de voir comment est-ce qu'elle peut évoluer. C'est ça. Et voilà, donc on va commencer tout de suite par la première petite diapo. On va parler des généraux dominants, les plus populaires et les plus forts du moment. Donc voilà, on vous a présenté un petit PDF. Donc voilà. Alors, il y a de ça encore un mois, il y avait 7 généraux. C'est 5 déjà présents et puis on pouvait rajouter Vial et Bria. Voilà. Et suite au ban de Vial et de Bria, bah, simplement il n'y a pas eu de nouveaux généraux qui ont pris leur place. Par contre, les 5 dans la liste, ils sont restés. Donc il y a toujours Baral dans une forme polymorphe Emrakul. Exactement. Okay. Bah, de toute façon, au fur et à mesure des mois qui sont passés, c'est quasiment devenu la seule et unique version compétitive. Ouais. Tout à fait. Parce que dès qu'on joue un peu plus contrôle, la version Jace est peut-être meilleure. C'est ça. Jace se joue toujours un petit peu soit en mode contrôle, soit en mode combo. Ouais. Parce qu'il y a des listes de Jace qui ne jouent pas de contre du tout, et des listes qui en jouent. Voilà, donc ça dépend vraiment du metagame. Ça dépend du méta. Je me dis peut-être que contre un méta où il y a peut-être beaucoup plus d'aggro, avoir quelques contres pour permettre un petit peu de gagner du temps, on va dire. Ou ça peut. Voilà. Geist qui, malgré la perte de Mox, reste toujours aussi fort. Oui, bah c'est. Alors Geist c'est un général aggro. Bon, c'est pas du tout. Enfin, aggro contrôle. Aggro tempo, moi je dirais plutôt. Les cartes qu'on joue, elles ne nous servent pas à contrôler. D'ailleurs, quand on regarde la courbe de contre, c'était que des contres à moins que tu payes 2 ou des contres à 2. On n'a aucun gros contre à 3 ou à 4. Le but, c'est de t'empêcher de faire les choses le temps que Geist t'ait attaqué normalement 3 fois. Parce que 3 fois en général suffisent, puisqu'on va pouvoir mettre 6, 12, 18. Il suffit qu'à un moment il y ait eu un fetch, un petit truc, un petit perte de PV. Donc voilà, c'est vraiment un aggro tempo, pas contrôle. Et puis en plus, depuis plusieurs mois, les listes sont de plus en plus Voltron. Ce qui est un avantage d'un côté parce que le deck est beaucoup plus stable. Ouais. Par contre, c'est aussi un inconvénient parce que pour les decks rouges, c'est beaucoup plus simple de gérer la menace Guest via les pyroclasmes ou les Slackstorm, parce que justement, ces decks rouges en jouent plein. On le verra plus tard. Et donc Guest est plutôt à présent devenu un bon match-up parce qu'il est trop dépendant de son général. Totalement. Après, c'est vrai que contrairement aux versions 30 PV où on va se permettre de jouer contrôle, je pense qu'on n'a pas le temps en 20 PV de pouvoir tourner autour, quoi, vraiment. Et on voit l'apparition de choses qu'on voyait jamais dans Geist avant, un nombre incalculable de boons. Oui, de beaucoup de boons au-dessus des anti-créatures. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que juste on veut le côté tempo. On passe ensuite à Zurgo. Bon, Zurgo... Zurgo est présent ici, non pas pour sa force en soi, mais plus pour sa popularité. Parce que c'est forcément un deck que vous croiserez à n'importe quel tournoi. Ouais. Toutefois, ça reste un général qui reste difficile à jouer et qui a aussi il a quand même 2-3 mauvais match-up plutôt très difficiles dans le metagame. Bah, Zurgo, comme dit, je pense que c'est un peu le faux ami. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le prennent parce qu'ils se disent que ça va être le général de la facilité. Et je pense qu'il y a là une erreur, c'est jouer aggro, ça a toujours été compliqué en compétitif. Oui. Dire venir dans des petits tournois, c'est vrai que ça. En compétitif, il faut faire les bons séquençages, les bons choix au bon moment. Et c'est vraiment chaque choix peut nous faire perdre aussi, comme on dit souvent en contrôle, chaque choix peut nous faire perdre, mais en aggro aussi, si on n'a pas pris le petit point au bon moment où il fallait le prendre, à la bonne phase d'aggro ou le bon séquençage de spell, eh ben on peut mettre l'adversaire à 1 et on n'arrivera jamais à le finir. C'est ça, tu as tout à fait raison, et puis en plus, le plus gros drame pour Zurgo, c'est la présence de Bruce dans ce metagame. C'est un général très populaire, partenaire, et qui est sous la forme de Bruce avec le partenaire Ryan, qu'on voit à droite. Bah justement, c'est une très bonne combinaison pour battre les différents decks Zurgo ou Geist, parce que la double capacité lifelink double strike, ça fait juste game. Totalement. C'est vraiment fort. C'était je pense, un peu moins fort à l'époque où il y avait encore Breya et Vial Chrome. Oui. Mais maintenant, c'est vraiment devenu le
pack, on va dire, partenaire, midrange, qui en plus, avec l'arrivée de packs comme Baral et Jace, a rentré un late game qu'il avait un peu moins avant. Oui, via Evangian, Survie, voilà, des choses, Survie qui jouaient pas avant, enfin des cartes comme ça qui ne jouaient pas avant, qui sont récursives, mais parce qu'il s'est dit, voilà, contre des match-ups comme Jace ou comme Baral, et on l'a vu d'ailleurs sur ODC, on sort un autre plan, on peut sortir un plan beaucoup plus récursif. Et ce qui est très intéressant, c'est que les listes actuellement ont enlevé toute la discard pour mettre à la place des Blast, ce qui est plutôt un bel ajout quand on voit ce metagame composé en deck dominant de Jace, Baral ou Zurgo. Mais par contre, on verra plus tard que contre des decks un peu tier 2, c'est plutôt assez mauvais. Et c'est fait justement que ça aide ces decks tier 2 à revenir dans le format parce qu'ils ont moins de discard. C'est ça. Mais je pense que c'était vraiment un choix métagamé du DTC qu'on a vu et que c'est vrai que la force de decks comme Baral et Jace, c'est que si on arrive à gérer trop de fois Baral et Jace, ça ralentit vraiment trop. Ça fait rien en plus sur l'échange. Ça reste du mono bleu qui met aucune pression. Exactement. Donc voilà. On va donc passer à l'image suivante. Donc les challengers. Donc les challengers, on vous explique ici, c'est des généraux qui peuvent réussir à faire des top 8. C'est des généraux qui ont cette capacité-là, qui ont des bons match-ups, mais qui sont pas, on va dire, assez bons pour être considérés vraiment comme top tier, quoi. C'est ça. Donc on va regarder maintenant. Alors, on va commencer ici. On va commencer par tout en haut à droite, à gauche. On va Nin. Donc Nin. C'est un contrôle. C'est un contrôle qui, à la différence de Jace et Baral, offre du rouge en plus. Et ce qui fait vraiment la différence. C'est vrai que le rouge te permet déjà de mieux gérer le miroir de mono bleu contre. Parce que Foudre, ça tue Jace en tour 1. Exactement. Et c'est très important. Et en plus, via des decks un peu plus créatures comme Isan, justement le rouge via des Foudres ou des Slackstorm permet de mieux gérer les menaces. Donc c'est pas... Pour autant, c'est moins fort que Jace ou Baral en ce moment parce que ça tue difficilement. C'est ça. Mais ça reste avec contrôle tout à fait très bon qui a plusieurs armes pour gérer tout le metagame. Après, alors je suis pas un grand spécialiste de Nin, mais je crois que ça manque un peu ce côté combo win en un tour qu'a Jace et qu'a Baral. C'est ça. Et c'est vraiment, je pense, la petite différence qu'on ne sait pas que dans un format 20 PV, on a besoin d'avoir un kill qui nous permet de sortir de situations où on n'est pas bien. Et c'est un peu le souci qui manque peut-être à Nin en fait. Malgré le fait qu'il puisse faire beaucoup plus de CA, puisque sa capacité, c'est un piocheur. Ça mélange un petit peu un plan à moitié ruine, Moon Moon, pour gérer un peu les decks 3 couleurs. Et souvent après un plan un plan combo via la combo Kiki. D'accord. Qui est quelquefois présent. Pas tout le temps, ça dépend des listes. S'ils sont plus contrôle ou plus contre combo, ça dépend des listes. Je pense que c'est encore à travailler, mais c'est un bon deck tier 2 du metagame. Est-ce que ça peut se permettre de jouer la combo Greenstone dedans ? Non, parce que ça a beaucoup trop peu de moyens de la tutoriser. D'accord. En soi. Après, c'est pas, en théorie, il pourrait, mais il y a pas, c'est pas assez régulier pour se permettre de le faire. Ok. On passe ensuite à Izan. Donc Izan, c'était le grand déban, c'était le deck qu'on surveillait et que c'est vrai qu'on en a vu un petit peu dans ce tournoi. Mais le gros problème qu'on a vu de ce pack, c'est qu'on était dans un format, comme tu l'as dit avant, où on a enlevé la discard pour les anti-bêtes. Oui. Et forcément, Izan, quand il y a plein d'anti-bêtes, c'est tout à coup moins fort quand même. C'est vrai. Il y a un second point aussi qui pourrait expliquer la non-présence de Izan au DTC, du moins dans le top 16, c'est qu'aucun des gros joueurs l'ont pris déjà à la base. Et il faut aussi souligner que, quand même, que le Duel Commander reste un format où le skill du joueur fait aussi beaucoup de la différence. Si les gros joueurs écartent Izan pour X raisons, juste pour un tournoi, ça peut aussi démontrer, ça peut aussi expliquer pourquoi il n'était pas en top 16. Il peut revenir à tout moment. Et puis il se peut aussi que le fait que comme dit, ils aient eu que 2 semaines avec ce nouveau GG. C'est peut-être un général qui, vu que maintenant il y a plus d'anti-bêtes, va demander un temps d'adaptation. Jouer peut-être des cartes qu'on ne jouait pas avant, parce que c'est vrai que les listes qu'on a, c'était des listes qui étaient faites pour le 30 points de vie. Listes dans un méta où il y avait quasiment aucun anti-bête. Et où il y avait le rouge était absent, et il y avait Berceau de Gaïa à l'époque. C'est vrai. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui manquent. C'est un général à surveiller. Rien ne nous dit que d'ici quelques temps, il puisse passer tier 1, c'est possible. Oui, parce que ça reste un général qui a la possibilité de faire tour 1 Elf, tour 2 Isan. Et après, j'ai fini. Ma main reste dans ma main. Si on revient de nouveau avec des cartes de discard, je dis oui, vas-y, discard. Moi, je m'en fiche. Vraiment, à sa droite, il y a Akiribus qui rentre un peu dans tout ce qui est aggro très agressif. Qui est, à mon sens, meilleur que Zurgo, mais qui est moins populaire que lui.
Parce que justement, ça coûte plus cher à le monter, parce que aussi c'est un game plan qui peut-être que les joueurs aiment moins. Alors pourquoi est-ce que c'est meilleur? Juste simplement grâce à Bruce. Parce qu'on a déjà un général Akiri qui peut taper très fort dès le tour 3. Ouais. Qui est souvent 4-3 ou 3-3 dès le tour 3. Et après, on a Bruce qui est là pour le fin de game, qui fait la différence. Je pense que c'est meilleur que Zurgo, mais bon, après, à voir. Par rapport à Zurgo, il a quand même, je pense, et c'est un des decks, on va dire, tier 2, qui a souffert peut-être aussi de la perte des Mox. Oui, énormément. Ouais. Parce qu'avant, avec les Mox, il pouvait faire comme Zurgo, arriver tour 1 et frapper des tours 2. Maintenant, le problème, c'est qu'il frappe que tour 3. Et c'est vrai que c'est peut-être un deck qui est situé entre Rayyan Bruce et Zurgo. Il est entre les deux. Alors c'est vrai que dans ce genre de match-up, il va être meilleur que contre Zurgo, il va être meilleur que Zurgo. Ouais. Mais contre d'autres match-up, il va être un poil plus lent que Zurgo. C'est ça. Et un très bon exemple, c'est contre les decks un peu qui jouent des Slackstorm. Voilà. Encore une fois, on en parle, mais ces decks-là sont assez présents. Ouais. Et Slackstorm, ça reste infligé 3 blessures, donc ça tue à la fois Akiri et Bruce. Et en gros, ça tue toutes les bêtes du. C'est ça. Et ça arrive tour 3. Le problème, c'est que nous, on n'a pas encore eu le temps d'attaquer, donc tempête de Scorie pour ceux qui veulent le nom en français. Alors que là, Zurgo a peut-être déjà fait une voire 2 attaques. Ouais, ça fait parfois la différence. Ça peut faire la différence. Voilà. Donc ensuite, le grand retour d'une carte que franchement, qui avait quasiment, on peut le dire sans se tromper, qui avait presque disparu, on va dire. Oui. Alors ça, en gros, c'est que ça a été ma grosse surprise. Comme on en parlait un petit peu avant du EDTC, je ne voyais pas du tout un retour de Narset. Déjà parce que ça coûte 6, ça coûte très cher, on va dire. Enfin, PV payé 6, on se dit punaise quoi. C'est ça. Après, je vais quand même. Donc, oui, donc Narset à présent est plusieurs fois top 8. Je vais quand même nuancer un petit peu ceci parce que c'était quand même, je crois, 4-5 fois top 8, mais dont 3 fois entre les mains du même joueur. Oui. Donc encore une fois, on sait qu'en duel commander, le skill du joueur fait la différence. Pour autant, quand on voit un peu les listes, on comprend aussi pourquoi c'est fait en top 8. On revient à cette raison que Narset joue plein de tempêtes de Scorie. Ouais. Et tempête de Scorie, c'est très fort actuellement. On s'est rendu compte qu'en ce moment, il y avait beaucoup de midrange, beaucoup de jeux créatures. Oui. Et que avoir un jeu... Alors, pour avoir vu un petit peu, genre lors de ce DTC, avoir un petit peu vu le jeu, franchement, il y a des parties où on ne voit jamais Narset. Ouais, c'est ça. Finalement, le jeu va gagner à force de, comme on va dire dans les autres formats, on va dire moderne, legacy, un bon contrôle. Je te tue tes bêtes, je te compte, je te rase la table, je te retue tes bêtes, je pioche. Et voilà, et à force de gérer, après je peux sortir Narset au tour 10 quand j'ai 10 mana, ou là, où je vais pas comme avant, où on avait des versions où on rushait vers Narset. Oui, c'est plus du tout Voltron, on prend son temps parce que le problème c'est que Voltron ça marche pas. Parce que si on met des cailloux, en face on a des jeunes. On joue Bruce, on joue Issan, on joue Jace, et puis on tue avant. C'est ça, donc c'est vraiment un bon vieux full contrôle où on va avoir beaucoup de gestion et après on va commencer à faire du CR en late game avec Narset qui va peut-être se poser. Et même des fois, on a vu des parties où on gagnait sans. Ouais. On posait son Planeswalker, on posait son truc et puis go quoi. On a le temps. 1-0 c'est suffisant. C'est ça, exactement. Le bon vieux 1-0. Alors à côté, on a la grosse surprise dont on avait. La grosse surprise. La deuxième la grosse surprise, je pense, pour 80% des joueurs. C'est ça, parce que nous. Autant Narset c'était un général qui existait à l'époque. Oui. Autant ça c'est un nouveau GG que personne ne voyait à part quelques joueurs dont on avait parlé un peu pour ceux qui suivent nos lives et pour ceux qui ont un peu... On sentait que le général allait revenir, qu'elle avait plein de potentiel dans un metagame où à la fois on avait du mono bleu et du mono rouge. C'est ça. Un généraux Orzhov qui allie à la fois du gun life et de la défausse, plus d'anti-créatures. C'est juste, sur le papier, tout était fait pour que ce général perf et il a perfé. C'est juste clair. Alors après, il faut aussi se rendre compte qu'il n'a pas perfé entre les mains de n'importe qui. Encore une fois, il a fait entre les mains de Noam, donc c'est quelqu'un qu'on est habitué à voir à tous les top 8, qui a gagné le DTC il y a 1 an ou 2, je crois. C'est ça. Mais pour la petite anecdote, Noam, encore 3 jours avant, hésitait entre Issan et Karlov. Et c'est vraiment, ces 2 jours avant, il s'est dit bon, là c'est bon, Karlov je prends. Donc on aurait peut-être pu avoir un Issan en top 8 à la place. J'ai posé la question, il m'a dit non. Non, il m'a dit que selon ce qu'il a affronté durant les différents pairings du tournoi, il serait pas passé. D'accord. Ouais, on l'a vu. Alors lui, il joue une version très Voltron. Hein. Là, on revient vraiment de nouveau à un pack à la Geist où on le voyait tour 1, si possible, poser une créature qui a du lifelink ou qui permet de faire gagner des PV. Tour 2, on va poser Karlov et essayer de le faire passer 4-4 dès le tour 2. Ce qui fait qu'au tour 3, on peut commencer à taper à 5 voire 7 si on a réussi à... Il y a à côté plein de spells de protection. C'est ça. Et beaucoup de discard. Discard, protection, anti-bet, discard, voilà. Pour autant, je pense que la liste va évoluer. Parce que la protection, c'était très bien en effet de surprise. Mais si à présent, si ça se popularise, il va plutôt enlever ça pour mettre à la place plus de disrupt. Un peu comme des créatures qui ont des capacités, ou plus de défausses, etc. Je pense que la liste va évoluer, mais par contre, la liste qui est en ce moment sur MTG Top 8 est une très bonne base pour tester le paquet.
Ensuite, on va passer juste alors mon petit coup de cœur. Voilà, je pense qu'on a chacun des petits coups de cœur. Moi, c'était mon petit coup de cœur du week-end. J'aurais bien aimé voir des parties avec. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais voilà, Thrasios Tymna TT, la Team TT, voilà, et qui est un jeu alors que midrange. Voilà, midrange avec une combo. Oui. Avec une combo dedans. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser. Alors pour les joueurs qui aiment Gennara, qui aiment Gennara Good Stuff et qui ont envie de retrouver un peu ce plaisir-là, on a un Bant Splash Noir. Parce que c'est vraiment ça, un Bant Splash Noir avec tout le côté Good Stuff. Et à côté, on a deux petites combos super sympas. Une basée sur Vizir et Druides, l'autre basée sur Doublure et Réveil Arc. Alors tu vois, mais moi j'ai plutôt une autre approche. Au lieu de Gennara, je dirais plutôt que c'est un Absent Splash Bleu. Donc en gros, c'est un Carador. Un Carador qui a enfin son splash bleu. On voit les goûts des gens. Et donc à ce moment-là, il peut justement un bon vieux Carador, il a plein de combos. Et le bleu, justement, a parfois. Mais quand on voit la liste, le noir est vraiment moins présent que le bleu, je trouve. Mais bon, voilà. Donc Carador, le noir était aussi très peu présent. Donc, voilà. Donc voilà, pour nous, c'est ça, c'est les challengers. Maintenant, on va passer aux autres généraux, les outsiders, c'est-à-dire que c'est des généraux qui sont bons dans un certain metagame, c'est-à-dire que ces généraux, à un moment du méta, ils peuvent être très très bons. Par contre, ils vont avoir un souci, c'est qu'ils vont avoir certains match-ups qui sont vraiment super difficiles. On va penser par exemple à des decks qui ont, on va dire, imaginons qu'on a un général blanc et qu'il y a un metagame où il n'y a que des Animar. Voilà. En gros, vous voyez un petit peu, on va vous les présenter maintenant. Voilà. Donc, alors là, vous voyez qu'on a quand même 1, 2, 3, on a 8 généraux. Donc 8 généraux, donc c'est pas rien du tout, qui ont le potentiel d'être là, mais qui vont avoir des difficultés par rapport à certains match-ups ou par rapport à certaines versions qui vont peut-être être juste meilleures. Donc je vais un peu expliquer très brièvement, parce que c'est quand même 8 généraux. Ça fait beaucoup de généraux, ouais. Alors que Iname, sa faiblesse, c'est tous les généraux un peu contre, donc un peu bleu. Donc justement, s'il y a beaucoup de Jace ou de barrage chez vous, c'est pas très bon à jouer. Par contre, si en face de vous, il y a beaucoup de généraux avec des créatures, donc par exemple Bruce, Akiri, Karlov, etc., c'est un très bon général. De toute façon, le mono noir a toujours eu un souci face au mono bleu. À l'époque CDC, c'était le même souci. Si vous êtes dans un méta où il n'y a pas beaucoup de mono bleu, allez-y, vous allez vous éclater avec ce pack. À côté, on a Doran et Saskia qui sont ensemble parce que justement, ils ont cette faiblesse d'être actuellement des mauvais Bruce, mauvais Bruce Ryan, mais c'est aussi à la fois un avantage car si des généraux, si un peu, par exemple, Narset est très joué, Narset qui joue beaucoup de Slackstorm contre ces généraux-là ne sert à rien. C'est ça. C'est justement ça. Doran qui passe au-dessus et Saskia qui a en plus la célérité. Et qui permet au pire de, même si on s'est pris une vrasse, derrière on calcine. Donc ça fait la différence tout à fait. Voilà, donc ça peut venir en fonction du méta. Malheureusement pour l'instant, moi c'est vrai que je me dis Bruce Ryan, ça a l'air quand même beaucoup plus... Oui, c'est plus, plus stable. C'est ça. Moins de risques. On va voir l'autre penchant de Nin, donc pour ceux qui veulent jouer bleu-rouge, Keranos. Voilà, Keranos aussi qui est pas très populaire mais qui reste un deck complètement tier 2, enfin outsider, dans le sens que comme Iname ou comme Jitrog, il est plutôt bon contre les généraux qui jouent plein de créatures. Mais créatures avec 3 ou moins. C'est ça. Bon, après, il a aussi des Game Breakers derrière. Je sais pas s'il joue encore les spells. Est-ce qu'il joue encore les spells? Voilà. Les spells à 6, genre Joculops, qui vont je te vide tes landes. Et ça peut faire la différence dans un méta comme ça où faire une vrasse, des fois, ça va pas suffire. Parce qu'il y a des partenaires, ils vont revenir. Là, je te fais une vrasse et je te vire tes terrains. Là, ça fait un gros changement. Voilà. Donc ça peut revenir. Par contre, c'est plus tap out, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Beaucoup moins de contre. Après, en bas à gauche, on a donc la combinaison Thrasios Bruce. Qui a cet avantage par rapport à d'autres combinaisons, comme on a vu plus tôt, Thrasios et Tymna par exemple, ou même Geist, d'avoir accès donc toujours à un deck aggro-control, ou parfois combo un petit peu, avec Bruce. Et justement, c'est que donc, quand on parle de Geist ou qu'on parle de Tymna Thrasios, les deux ont un très mauvais match-up face à Zurgo. C'est beaucoup moins le cas de Thrasios Bruce, parce que justement, Bruce fait la différence. Donc c'est encore un choix lié à un metagame chez vous, ça peut faire la différence. Ensuite Titania, on la présente plus, c'était un des généraux qui était tier 1 avant le passage, avant l'arrivée de Commander 2016. Ouais, c'est ça. Qui a cette capacité de ramper très très vite dans son général et de frapper très fort. Comme dit, le souci qu'elle va avoir, on en revient toujours au même, c'est contre mono bleu. Oui. Si contre mono bleu on n'a pas Caverne des âmes, on a perdu. Caverne des âmes ou Emrakul. Ou Emrakul, voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est le souci. Et l'autre souci, ça peut être si on a trop de Slackstorm. Voilà. Si on a un ou deux, on peut revenir. Au bout du troisième, c'est vraiment compliqué.
Je rajouterais en plus que le match-up Zurgo n'est pas non plus très simple. Hein. Il est pas. Tout dépend, voilà, il n'est pas impossible, mais il n'est pas très simple. C'est ça, en ce moment, elle est vraiment sur la descendance. Voilà, c'est un peu compliqué. Ah. Par contre, le général à côté est en train de monter en ce moment. Selvala, bah lui, c'est pas. Oui, tout à fait. Oui, donc Selvala, tu nous parlais? Oui, Selvala, tout à fait. C'est que, bah, actuellement, c'est que la position, c'est est-ce que c'est un meilleur Issan ou pas? Issan est beaucoup plus populaire parce qu'il vient à peine d'être des bans. C'est ça. Pour autant, Selvala a cette comment on va dire, chance de pouvoir tuer tour 3. C'est ça. En fait, c'est simple. Issan va être beaucoup plus stable. Selvala va être beaucoup plus explosive. Oui, voilà. C'est un choix de chez vous. C'est plus entre l'un ou l'autre. C'est exactement. Mais les deux sont bons. Après, ils ont les mêmes défauts tous les deux. Oui. C'est qu'ils sont 3 de défense. Et du coup, si je peux me permettre, je ne sais pas s'ils sont sur cette liste-là, pensez à Selvala vert blanc. Et après ouais. Autant pour moi, voilà. Donc on va la verra après. Ensuite on finit par Gitrog qui est très très bon aussi. On a parlé justement avant que face à Zurgo c'était pas très bon. Ah oui, pardon, excusez-moi. À Mono Bleu. C'était le même problème que Titania alors. Oui, ça. Ils ont les deux mêmes soucis, Titania et Gitrog, c'est les big decks avec du mana. Ensuite, les généraux oubliés. Alors c'est les généraux voilà, qui sont restés malheureusement dans le pays du Léviathan, dans le pays du 30 PV. Et qui n'ont pas eu de build. Ou que suite à la présence de Breya ou de Vial, les listes n'ont pas encore été travaillées parce que justement c'était inférieur. C'est ça, ou c'est peut-être des généraux qui quand il y avait Breya, ils ne pouvaient pas, pas exister. Et du coup là, donc on y va. Wouh Alors Kithéon c'est tout simple, c'est pas sur le papier, un mono blanc aggro qui sort tour 1, ça a quand même du potentiel d'être compétitif. C'est ça. Pour autant, les listes n'ont pas encore été travaillées ou pas encore été trouvées, donc on laisse les bons deck builders trouver une liste qui a du potentiel. L'avantage de Kithéon par rapport à Zurgo, c'est que, comme dit les créatures, le général est beaucoup plus intéressant en late game que Zurgo. Oui. Ça, c'est un gros plus parce qu'il se transforme en Planeswalker et du coup, on va pouvoir continuer à attaquer. Le défaut qu'il va y avoir, c'est que quand la partie commence à être coincée, qu'on n'arrive plus à passer, Zurgo lui passe par les blasts. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Voilà, donc c'est un choix. Kithéon peut passer à travers la protection. Avec la protection, il peut essayer de passer, voilà. Mais bon, Animar que j'aime beaucoup et que je suis un peu triste de le voir se faire finalement pas trop exister dans le match-up. Pourquoi? La question est simplement le rouge est la présence de Zurgo. C'est ça. Mais pas que, Jace aussi. Oui. Mais à la limite, Jace, on peut essayer de tourner autour. Enfin, on peut essayer de. Non, c'est plus dans le sens où que Jace joue combo et donc lui, il va peut-être aller en combo plus rapide que toi. Bah, tu mets Elf tour 1, tu mets Animar tour 2. Oui, tu peux réussir à passer. Le problème, c'est vraiment, et pour l'avoir vu quelques matchs, Zurgo, il fait simplement, tu joues sans Animar. De base. Donc voilà. À côté, on a Léovold, un des généraux qui a fait le plus de hype depuis 2 ans au moment de sa sortie. Malheureusement, il n'y a pas eu encore de liste qui vraiment. Enfin, parfois ça perf. Ça l'a encore fait ce week-end à un tournoi de 40 joueurs. Mais on voit que les listes changent à chaque tournoi, que c'est pas encore très irrégulier, ça se cherche encore. C'est ça. La seule chose que j'ai petit à petit, l'impression que moi j'ai, c'est que petit à petit, on est en train de se rendre compte que c'est un général qui va plus se diriger vers un deck avec du midrange elf ball un peu et malheureusement pas contrôle. C'est vrai que les gens ont rêvé en contrôle. Et le problème qui va se passer en contrôle, pour avoir vu, il y a des listes qui font des petits tournois, mais c'est des tournois de 10-20 joueurs. Le problème, pour l'avoir testé, pour avoir demandé à des gens qui l'ont testé, c'est que ça manque un petit peu de kill. Le problème de ce général, voilà, c'est ça. Comme dit, là, il a fait un top 8 de 48 joueurs il y a 3 jours, et c'était plus une liste de contrôle, justement. Mais avec quelques bêtes quand même. Ah oui, et joué, je crois de mémoire, 15 bêtes. Voilà. Donc c'est une liste qui a besoin, parce que le général en lui-même a ce problème qu'elle n'a pas Vidven ou que n'a pas des versions d'autres de jeux, il n'a pas de capacité d'évasion. Et c'est qu'une 3-3 au sol, et c'est des fois compliqué de. Ça va plus servir d'emblème souvent quand ils le posent les gens. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est plus. Et puis même face à Baral ou Jace, c'est pas trop mal de bloquer un peu la game au niveau des draws. Donc c'est pas. Sur le papier, il a clairement un gros potentiel. C'est ça. Plus qu'à trouver les listes et puis à gagner un gros tournoi avec. Hein. Marchesa. Donc Marchesa, ça reste un deck qui peut revenir. Le souci du pack, c'est que faut réussir à protéger son comment ça s'appelle, son emblème, parce que dès qu'on perd l'emblème, on commence à être vraiment derrière au niveau CR. C'est difficile, et ça c'est vraiment dur. Donc après, dans un format où il y a beaucoup de créatures, comme dit, ça joue énormément de Slackstorm, de Vrast, compagnie, ça peut être bien. Faut juste pas se prendre un vol d'emblème. Alors actuellement, Mars est en train de travailler sur une liste qui est plus mid-range control. Ouais. Donc en gros, ça joue comme des bêtes, il joue 10-15 bêtes et comme des côtés des blasts, etc.
c'est même donc j'ai posé la question, il a accepté d'être notre prochain. Super. Ce sera mieux contre lui qu'on va jouer le prochain match. D'accord, super. Donc on verra ça, ça peut être très intéressant. Donc il jouera à ce moment-là, donc la Queen, Marchesa. On montrera donc plus du paquet dans 3-4 semaines. Super. On continue dans Wanderer, le général qui a fait rêver des générations, le bon vieux coup du allez, double cascade. Ça, le truc c'est que quand on voit que Narset arrive à parfait, on se dit pourquoi pas Wanderer en soi. Il a quand même beaucoup d'avantages en commun, beaucoup de cartes en commun. Ça devrait normalement s'approcher d'une liste aussi très proche qui pourrait peut-être... Alors le problème qui va se passer dans Wanderer, c'est qu'on joue double mais on peut pas se permettre de jouer aucun contre. Et le souci, c'est que par rapport à Narset, c'est que pour vous qui jouez Wanderer, sachez-le, des match-ups comme Baral et Jace sont quasiment impassables. Vraiment, c'est pas pour vous dire, mais c'est la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est d'attendre que vous ayez vos 7 mana et derrière voir si la cascade que vous faites elle est pas trop dangereuse et contrer les bons trucs. Ouais. Et derrière, ils ont rien besoin de faire de plus. Du coup, après entre nous, c'est pareil aussi contre Jace contre Narset. Narset a beaucoup plus de contre. Enfin, il en a 0 dans Wanderer. Le seul qui est joué, c'est Cryptic Command parce qu'il permet, sous cascade, de faire un effet de je t'engage tes bêtes ou de je te bounce quelque chose et je pêche une carte. Ça. Voilà, donc c'est pour ça, pour dire que Wanderer, il a ce petit souci-là. Et on l'a vu d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le Léviathan, que Wanderer, c'était vraiment compliqué contre... La bonne question, c'est plutôt de se poser, est-ce que Wanderer peut gagner face à un Bruce Ryan? Alors par contre, par rapport à Bruce Ryan, peut-être, c'est ça. On vous dit juste par rapport à votre méta, quoi. Si vous avez vraiment beaucoup de bleu, l'amenez pas forcément. Si vous avez beaucoup plus un midrange, là c'est beaucoup plus jouable. Ça me paraît pas mal du tout. Ouais, c'est ça, voilà. Ensuite, on va passer sur les deux decks qui sont les decks Valakut, en fait les decks en tout cas qui jouent cette combo du coup. C'est ça, c'est un peu. Donc, on a d'un côté le deck proche qui est absent partout. C'est juste clair, absent. J'ai du mal à dire pourquoi. Pour 6, tu as 7 créatures qui en plus ils peuvent être sacrifiées, donc empêche Bruce de faire son lifelink. Accès au noir et au rouge pour gérer un peu les decks combo ou mono bleu. Voilà, je sais pas pourquoi il est absent, mais il est absent du metagame. Il n'y a plus Food Chain, c'est pour ça, les gens ils veulent plus, ils le boudent. Peut-être. Et à côté, on a donc Mina Eden. Alors je ne comprends pas pourquoi les joueurs en parlent autant. Moi je ne comprends pas. Mais c'est. Sachez que c'est très discuté et débattu actuellement. C'est un deck qui joue un peu rampe vert, rouge, rampe avec Valakut pour tuer. Oui, il y a une hype qui est en train de se créer autour. Voilà. Donc, alors, est-ce que la hype se crée? Voilà. Alors, on va peut-être vous l'expliquer pour ceux qui suivent. Il y a un des gros joueurs, donc Moondust, qui est un des gros. Pas que, ils sont plusieurs à jouer ça. Ouais, et dont Moondust. Et donc, du coup, c'est vrai que en tant que n'importe quel joueur de Magic, quand on voit des gros joueurs du méta commencer à choisir un général, voilà, on se dit pourquoi? Ça. Après, donc, peut-être qu'ils le jouent juste pour avoir accès au Slackstorm. C'est ça. C'est peut-être en fait, c'est peut-être un elf ball, enfin un mono vert comme ça. Ouais, il joue aucun elf. D'accord. Donc c'est un pur rampe. Pur rampe. Donc voilà. Ok, c'est un pur rampe avec du coup le général qui permet de lander 2 fois. Donc c'est une sorte de oracle de Muldaya, mais qui a un body de 4/4. Donc qui se prend pas les Slackstorm et compagnie, et qui nous permet de lander 2 fois par tour et faire peut-être des effets. Voilà. Moi je m'y connais pas encore, donc après à voir. On va passer ensuite à vite fait. Donc CDC, c'est pareil, c'est un deck qui est sur le papier, pas mauvais quoi. C'est ça. On le voit plus, on sait pas pourquoi. Pour 4-5 de force, plein de combos avec le cimetière possible, plein de synergies possibles avec les zombies, les Vangianes, les survies. Enfin, il y a tellement de choses à faire autour de ce général et pour autant, absent du metagame. Totalement. On passe à côté d'un général, moi je pense qu'il peut vraiment revenir là. Alors là par contre, vraiment, Selvala Exploratrice a le bon goût de jouer Elf Ball combo comme Selvala et comme Izan. Ouais. Mais elle ne se prend pas Slackstorm, Bolt, tous les spells à 3, elle est au-dessus. Et l'apport du blanc permet de petites cartes franchement super intéressantes. Ça, je pense que ça fait vraiment la différence dans un metagame où rouge est présent. Ouais. Et si vous aimez jouer rouge, si vous aimez jouer Elf Ball et que rouge est présent, passez sur Selvala blanc. Ouais, vraiment. Je pense que, à mon avis, on va peut-être la voir monter d'ici les prochains mois. C'est un bon choix pour 3. Ça arrive tour 2, pareil comme les autres, sauf que ça survit. Voilà. Et le fait de pouvoir piocher aussi. Alors ok, on se dit souvent faire piocher l'adversaire, c'est dangereux, mais quand on part en combo et quand on a du mana derrière, ça permet de faire des choses vraiment débiles. Alors je te laisse nous parler du dernier parce que moi j'avoue que je ne savais même pas qu'il existait. Encore une fois, il a fait là ce week-end premier de ce tournoi de 48 joueurs. Alors c'est un peu une liste un peu aggro-contrôle, donc
une sorte de complément à Geist ou à Bruce Strazios. D'accord. Sauf que cette fois-ci, on a accès en plus au rouge. D'accord. Et donc ça fait parfois la différence pour peut-être au Blast en début de game pour gérer des Jace ou des barrels. Et puis un peu de ce... Pour mieux vous décrire ça, c'est même assez proche des decks Counterburn. On contre et on crame en même temps au passage. On fait les Counterburn. Ouais, ça. Ok. Donc c'est... Counter et burn, voilà, quoi, simplement. Après, voilà, les généraux sont un peu plus chers, donc... Alors, c'est pas du tout mais populaire, c'est pas très joué encore, mais pour autant, ça... On vous en parle. C'est un patriote plus aggro que Narset, donc ça a du potentiel. C'est un patriote mid-range, pour ceux qui jouent un peu en moderne. C'est la version patriote où on va jouer les Geist et les Anges de la Restauration à la place de jouer full c'est ça. Voilà, full contrôle. Tout à fait. On continue cette émission en vous parlant un petit peu du coup des différents archétypes et du coup du metagame du Duel Commander. Ça, donc à présent, on va me reprendre tous les généraux qu'on vous a déjà présentés. Voilà, on va aller un peu et les classer. Voilà, on va les classer, on va pas vous les expliquer. Donc voilà, on a les généraux, alors on les appelait counter.deck parce que c'est un peu difficile de les appeler des decks contrôle. Pourquoi ? Parce que tous ces decks contrôle là, même Nin, ont une combo dedans. Oui. Donc c'est une combo insta-win, donc c'est pas vraiment juste contrôle quoi. C'est ça. Et puis vous verrez plus tard qu'il y a d'autres types de contrôles. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là c'est les counter.deck, c'est des contrôles à base de contre. Très peu d'anti-bet, à part Nin qui en joue quelques-uns, mais voilà, on va vraiment contrôler, bouncer et prendre les aggros. Les aggros, donc là vous les avez vus. Donc dans les aggros, on a des aggros plus Voltron, comme vous verrez Akiri et Karloff, et des aggros qui vont être plus vraiment aggro à l'ancienne, entre Kitéon, Doran, voilà, c'est ça. On continue ensuite avec... Oui. Les decks Big Spells, donc c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup de contrôles qui n'étaient pas avant, parce que ce sont des contrôles qui jouent pas du tout de contre ou quasiment pas. Voilà. Et la force de ces paquets-là, c'est justement d'être plutôt bon face aux decks mid-range et être correct face à aggro. C'est ça. C'est les decks qu'on pensait ne plus... Enfin voilà, c'est les détraqueurs du 20 PV qui étaient contre ce format-là. Mettaient en avant ces decks-là pour dire justement que ces decks-là n'existeraient plus en passage en 20 PV. Et on se rend compte qu'ils s'en sortent plutôt pas mal finalement. Oui, ils reviennent en force. Ils reviennent de plus en plus en force. Là, ils ont eu besoin, je pense que comme tout passage, de se modifier. Non, et puis, mais comme tu as aussi... à chaque début de format, aggro est très joué. Exactement. Et c'est après mais que contrôle va pouvoir... arriver à contrer les menaces qui ont été jouées avant. Totalement. Donc voilà, c'est des decks-là qui sont en train de revenir, qui ont joué des grosses spells, si vous qui aimez les gros spells qui tâchent, allez-y quoi, c'est là que ça se passe. On continue avec voilà, aggro tempo. On a dit voilà, plus que contrôle en fait, si on peut vraiment préciser, c'est aggro tempo. Tout à fait. Donc on a Geist comme dit qui est le représentant du format. Connu, et à côté les deux petits dont on parlait avant. Deux bruits, donc un qui a accès au vert et un qui a accès en plus au rouge. Voilà, exactement. Donc si vous aimez bien l'aggro mais que vous avez quand même envie un petit peu de jouer quelques petits sorts on va dire d'interaction, des petits contres, des petites choses comme ça, c'est peut-être le deck sur lequel vous pouvez vous... La version vert-bleu joue beaucoup de créatures. La version bleu-rouge joue quasiment pas de créatures. On joue que entre 10 et 20. Ouais. Vert-bleu, c'est plus entre 20 et 30. Hein. Voilà, donc ça change quand même des choses. Même 20-40 peut-être. Hein. C'est un peu, ça rappelle aussi Feu Genara à l'époque, qui était joué par Meshant et Mundus, qui était pareil, on joue un peu tempo. Ouais. Sauf que le problème, c'est que il n'y avait pas la protection qu'à Geist, ou l'effet directement d'arriver en jeu de Bruce. Voilà. C'est ça. Donc là, on revient vers les midrange. Alors voilà, vous allez voir que dans les midrange, il y a un petit faux ami là, il y a un petit. Oui, Titania, j'ai eu du mal à le placer Titania parce que c'est vrai que c'est pas Big Spell en soi parce que ça joue beaucoup d'elfes, ça veut accélérer très rapidement. C'est pas Counter Spantex. C'est ça, c'est vraiment un deck un peu à part. Donc on va dire que cette page là, c'est un peu les decks midrange, mais toujours avec midrange et. Donc on a midrange et ramp pour Titania. On a plus du midrange contrôle pour Queen Marchesa et CDC. Et non, plutôt et le Void. D'accord. Peut-être du midrange combo avec CDZ et du midrange aggro avec Bruce Starl. Voilà. Ça dépend plus. C'est ça, c'est les différents midrange. C'est le problème du midrange, c'est que voilà, ils ont chacun leur spécificité, mais on n'allait pas commencer à faire plusieurs archétypes pour chaque deck. Donc on les a mis dans la grande famille des midrange. Les decks, voilà, combo. Alors voilà, on a fait une séparation parce que comme vous avez dit avant, il y avait des combos. Là, c'est combo à base de créatures. Voilà, donc alors vous allez me dire, oui, Izan, est-ce que c'est combo ? Oui, c'est combo. Alors c'est vrai que c'est pas une combo dans le sens où il y a une boucle qu'on crée, mais en soi, si. Oui, c'est pas une boucle infinie. Oui, tout à fait. Là, on va chercher des créatures qui vont permettre de dégager Izan et d'utiliser sa capacité plusieurs fois pour finir par un Behemoth qui va finir la partie. Tymna Thrasios, on vous a expliqué un peu vite fait avant les combos. Et à côté, Selva Elf Ball, par contre, c'est les bons vieilles combos Elf Ball qu'on connaît. Et Animar. Voilà, qui sont peut-être moins joués version combo ces derniers temps.
Max n'a même pas du tout joué. Voilà, simplement. Et c'est peut-être un deck qui va va peut-être évoluer petit à petit de combo à peut-être un peu plus midrange. Midrange, peut-être, justement. Donc là, actuellement, il est classé en combo créature, mais c'est pas impossible que dans 6 mois, on le reclasse dans midrange, voilà. parce que justement, ça va bouger entre temps. Tout va évoluer en fonction du build, quoi. Voilà, donc alors, maintenant... C'est important, donc ce sont juste des tendances. Donc dans chaque présentation, ce n'est pas parfait, donc parfois, ça peut être plutôt négatif ou plutôt positif. On vous présente donc juste les tendances. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, les gros X en fait sont à la barre diagonale qui montre justement les decks, et les plus et les moins égales sont les match-ups favorables ou défavorables. Donc si on commence par counter.deck, on se rend compte que aggro c'est défavorable. Big Spell, comme on vous l'a expliqué avant, donc Wanderer et compagnie, c'est vraiment favorable. Midrange, ça se joue. Équilibré, ouais. Aggro Control, pareil, c'est pas un très très bon match-up. C'est peut-être même pire des fois que aggro. Parce que le fait qu'il puisse nous faire le contre juste au moment où on pouvait enfin faire notre Slack Storm. Et combo créature, c'est égal, voire peut-être un micro favorable. Oui, parce que c'est toujours à la course, et parfois voilà. C'est ce qui pioche, c'est ce que je pioche, c'est pas... C'est voilà. Donc voilà, on va pas vous faire tous les... on vous laisse après le revoir. Voilà, vous pouvez le voir chez vous, ça peut vous aider un petit peu à comprendre un petit peu ce qu'on vous disait. Et on voit aussi que... Une erreur de frappe. Voilà, il y a une erreur de frappe en haut, donc c'est pas contrôle Drogo, c'est counter.deck. Hein. C'est parce que c'est pas deux decks différents, quoi. Donc voilà, donc prenez le temps de regarder un petit peu. Dites-nous aussi dans les commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous pensez qu'il y a peut-être une différence au niveau des match-ups. Notable, voilà. C'est vraiment un petit truc léger, c'est pas grave. Vous voyez, combo créature on a mis égal, mais voilà, c'est pas. Ça dépend, par exemple, on va dire que Selvala, blanc-vert, est pas trop mal face à Nine. Voilà. Et pour autant, face à Isen, c'est pas... Voilà, donc c'est ça. C'est donc... voilà. Donc, on passe à la dernière partie de cette petite émission spéciale Metagame, la banlist. Donc, on rappelle à ceux qui arrivent sur cette vidéo, la dernière banlist, on a eu le ban de Breya et de Vial, et avec le ban des deux Mox, et le déban de... Izan. Voilà, exactement. Donc à partir de là, à partir de ces points-là, quelles sont les données que nous pouvons voir et qu'est-ce qu'on aimerait justement voir évoluer ou pas. Donc on va en parler. Avec notre première arrivée, c'est si Izan a été déban, pourquoi pas c'est ça. Parce que en gros pour le déban de Izan, enfin non justement pour le non déban de Zur, un des motifs qui explique ceci a été que Zur, en gros c'est pour 4 on le joue, il faut le tuer tout de suite, sinon vous avez gagné. Enfin, sinon, le joueur en face a gagné. Et pour autant, Izan, c'est pareil. Enfin, en gros, brièvement, et c'est pas... Il n'y a pas que ça. Il y a Jace, Bara, il y a plein de généraux qui mettent une telle pression que ça oblige forcément à avoir une menace très rapidement. Enfin, avoir une réponse très rapidement. Alors, on nous a dit aussi que Zur avait, contrairement à Izan, la capacité de chercher tout de suite une Silver Bullet, comme Mirari ou comme des trucs comme ça. Alors que Izan, il fallait d'abord 2-3 activations avant de le faire. Ça, on le comprend. Moi, je pense personnellement que la plus grosse différence, elle s'agit plus, pas dans les capacités des généraux, mais il s'agit plus dans l'endurance de ceux-ci. Oui, c'est 4. Voilà. Mais pour autant, si Zur est des ban, est-ce que ça va tuer Narset? Ce n'est pas pour autant certain, parce que Narset a accès au rouge, qui est donc les Sackstorm, que Zur n'a pas accès. Ouais, et donc, jouer sa Vrasse tour 4 dans Zur contre midrange, parfois c'est déjà trop tard. Oui, c'est sûr. Donc c'est aussi et honnêtement, Zur Deban, je ne le vois pas du tout gagner face à Mono Bleu, face à Zurgo. Je pense que face à Bruce, dans l'ensemble, c'est difficile. C'est sûr. Enfin, en gros, j'ai l'impression que contre tout le tier 1, il sera en mode j'arrive pas à passer. Alors, la question, c'est est-ce qu'un des bans de Zur se ferait avec en contrepartie un ban d'une ou deux cartes? Pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? Mais moi, je me dis aussi que Bruce, dans ce metagame, reste quand même dangereux. Et donc, à terme, je vois soit un des bans de Zur, soit un ban de Bruce. Un des deux, quoi. Un des deux, parce que justement, Zur pourra aussi un peu équilibrer et faire perdre aussi un peu de puissance à Bruce. Et Bruce sera aussi toujours là pour empêcher Zur d'être trop dominant dans ce metagame. Donc, bien sûr. Je pense que l'un et l'autre peuvent être présents. Je vous avoue que je n'ai pas connu l'époque où Zur était tier 1, donc je laisse les gens qui ont connu en parler. Ouais. On va continuer sur Erayo. Et donc du coup, Erayo, alors, et Breads. Donc, alors pourquoi on vous a mis Breads à côté? C'est parce que avant que Breads soit déban, tout le monde disait que c'est un poison pour le format, anti-jeu, ça tue totalement le plaisir de jouer à Magic, et c'est pas jouer à Magic.
Bread a été déban, on s'est rendu compte que c'est un tier 18. C'est ça. Parce que finalement, mais la question de que c'est chiant, on s'en fichait complètement parce que personne ne le jouait. Voilà. C'est juste clair. Quand on ne joue pas parce que c'est chiant, on ne joue pas parce que c'est mauvais, on joue parce que c'est juste mauvais comme général. Et Bread, c'est ça. Bread, c'est pas assez puissant en EDH. Et Erayo, c'est pareil. Oui, il est possible de flipper Erayo tour 2, c'est vrai. Beaucoup plus difficile à présent sans les Mox, ça reste possible. Mais pour autant, ça vous oblige donc à avoir un deck rempli de cartes mauvaises et d'avoir en plus aucun kill. Ce qui fait que si le joueur en face il fait tour 1 Zurgo, tu fais cool, tour 2 Erayo, je flippe Erayo, c'est sympa. Dans 5 tours, t'es mort. En gros, c'est juste ça parce que tu mets aucune menace, tu mets aucune défense. Tu as un deck composé de mauvaises cartes. Donc finalement, à terme, il ne sera pas joué, ce sera juste un très mauvais Jace ou un très mauvais Baral. Donc il n'y a juste pour moi aucune raison. Après, la différence entre Bread et Erayo, c'est que Bread coûte 4 mana, Erayo ne coûte que 2. Mais encore une fois, tu vois un metagame où c'est possible qu'un joueur prenne Erayo au-dessus de Jace ou de Baral. Franchement, je vous avoue que moi, je n'ai... Voilà, pareil, hein, j'ai commencé malheureusement ce merveilleux format que après ces decks-là, donc je ne sais pas ce que donnait le Erayo à l'époque. Erayo a été ban dès le départ en Commander, donc il n'a jamais été déban en Duel Commander. D'accord, donc je ne sais pas du tout. Après, j'avoue qu'elle fait peur. Elle fait peur sur papier parce que c'est vrai que quand on compare les deux, sacrifier un permanent me paraît moins handicapant que de devoir jouer 2 spells par tour pour pouvoir en faire passer un. Pour autant, avec nos bases de mana, nos caverne mana, c'est quand même pas très compliqué. Voilà. Après, il faut se rendre compte que si vous avez une caverne des âmes, vous vous en fichez. Hein, mais oui, c'est ça. C'est un Mosé de Jouve. Voilà, dans le sens où ils disent juste contrer le sort. Donc si le sort est incontrable, ça passe. Et puis même, regarde, dans le truc un peu drôle, c'est qu'il se fait chier, il flippe son général. Et puis là, on joue juste Abrupt Decay. C'est ça. C'est bon. C'est ça, des conditions abruptes. Tout ça pour rien, c'est juste... la question qui serait bien, c'est de savoir est-ce que les membres du comité, alors on sait qu'ils sont un peu pris, est-ce qu'ils pourraient tester, ou même vous, qui regardez ces vidéos, prenez la peine de prendre ce général, d'essayer de faire des tests, et de revenir avec ces tests envers nous. Ouais. Et peut-être que si on voit qu'au final, à la fin des tests, il n'y a rien eu de fou, ça va peut-être motiver le comité, peut-être. J'espère, parce que moi, ma crainte, c'est que le général me reste ban pour des mauvaises raisons. Moi, j'avoue que je te laisse parler, je ne malheureusement connais pas assez la puissance de ce général, mais sur le papier, j'avoue qu'il fait vraiment peur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On va continuer sur Mind Twist, qu'on compare à Into Turak. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans la plupart des cas, finalement, ça va être un Into Turak, mais un tour plus tard. Ouais. On avait déjà un petit peu parlé de cette carte lors de nos émissions. Le seul souci qu'on avait eu avec cette carte, c'est que si on la couple avec du vert ou avec des cartes qui peuvent faire de l'accélération, là ça peut devenir dangereux. Ça, et puis donc on avait aussi contrebalancé ceci avec le fait, en gros pour 4 mana, on avait un Game Breaker, soit pour 4 mana on a aussi Cataclysme. Ouais. Pour 2 mana, on a aussi balance, c'est ça, etc. C'est pas du tout un vrai argument. Ça reste une carte qui sera très bonne, qui sera jouée, c'est certain. Mais voilà, c'est pas non plus une carte qui va retourner tout le metagame, qui mérite son ban, surtout qu'on voit qu'il y a M-Tutorach à côté. Voilà, après M-Tutorach demande 2 noirs, lui pas. Après, c'est vrai que moi, comme dit, dans un format où on a le droit à balance et à cataclysme, c'est vrai qu'on se dit, bon, si on est déjà là, pourquoi pas essayer Mind Twist. C'est pour ça que moi je pense que on banne balance et cataclysme, comme ça on n'a pas besoin d'un ban Mind Twist, on se met tous d'accord. Non voilà, moi je suis totalement, alors si je me permets totalement personnellement, je suis totalement le fait pour que balance retourne de là où elle était. Je n'aime absolument pas cette carte. Moi j'aime beaucoup, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Moi je trouve qu'elle est nécessaire pour calmer un petit peu ces mid-range un peu partout. Je trouve ça très bien pour pas que mid-range soit trop présent, parce que sinon on n'aurait que ça. Oui, bon, après voilà. Après, comme dit, c'est une carte qui demande des tests, voir ce qu'elle peut faire. En fait, c'est une carte simplement. Tant qu'on peut pas c'est une carte, si on peut pas la breaker, elle va pas être dangereuse. Oui, et puis ma peur. Si on peut la breaker, si on peut commencer à la faire tour 2 à 3 ou 4, là ça peut commencer à être nocif. Donc voir ce que les decks peuvent faire avec. Et ma peur, c'est plus mais qu'elle reste ban juste pour des raisons psychologiques, en mode. Elle fait peur aux joueurs, donc on va pas la déban, même si on sait que ça mériterait d'être déban. Pour moi, d'un point de vue rationnel, c'est complètement idiot de prendre ça comme base pour justifier sa présence sur la banlist. Voilà, moi je pense qu'elle mérite des tests. Moi je pense qu'un déban juste comme ça en mode on y va YOLO, c'est un peu dangereux. Je préfère toujours passer par la phase de test.
On continue avec. Alors voilà, là je pense que c'est le moment où on va un peu se splitter au niveau de nos avis, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont pas d'accord. Mais je comprends, il y a totalement une logique derrière. Hein. On n'est pas d'accord, mais on est d'accord sur la logique derrière. Et on va commencer par la première logique qui va être la logique du déban de limon nécrotique. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près en ce moment le même problème. Alors quand on dit problème, c'est entre guillemets, hein, c'est pas un problème en soi, avec Thrasios, qui fait que quand on est parti en mana infini avec Thrasios, on ne peut absolument rien faire en face. Voilà. Le problème qu'avait Limon et Nécrotique, c'est que c'est une combo qui passait au travers des anti-bêtes. La combo Thrasios passe à travers des anti-bêtes pareil, puisque quand on a mana infini, on va pouvoir... et ça passe même à travers des contres. On va pouvoir jouer Thrasios jusqu'à ce qu'il passe. Et quand il passe, on va utiliser sa capacité à l'infini. Et en plus, contrairement à Limon, elle est directement dans notre zone commander, on n'a même pas besoin d'aller la chercher. Oui. Voilà. Donc, alors, je comprends tout à fait la logique, mais pour moi, pareil, la combo Thrasios, on peut essayer d'empêcher la combo mana infini en faisant un kill sur les créatures qui font mana infini. Alors que Limon Nécrotique, pour moi, la différence, c'est qu'on peut rien faire au moment où elle arrive en jeu. Rien faire directement. Indirectement, on peut faire plein de choses. C'est sûr, on peut contrer. On joue bleu, on peut contrer. On joue des créatures comme Aggro, Zurgoon ou Boros, on peut attaquer, être plus rapide. On peut essayer d'être plus rapide. Bah, face à Mono Black, CDZ, être plus rapide, c'est quand même pas difficile. Surtout en plus que les Mox sont bannis. Oui, ça dépend des sorties. Ça me paraît pas impossible. Genre que sans les Mox, faire un kill tour 4, ça serait déjà une très très belle sortie. Bah, tour 3 enterré, tour 4 réanimation. Oui. Ouais, c'est ça. Enfin, il faut quand même les deux en main, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. Mais ça serait donc un kill tour 4. C'est pas plus rapide. Avec des cailloux, on pourrait le faire tour 3. Oui. Bah non. Ouais. Parce que tour 2 cailloux, tour 3. Tour 3 pareil. Avec Reanimate aussi. On pourrait le faire tour 3. Bah, t'imagines un petit peu tout ce qu'il faut en. Je dis pas, mais c'est vrai que la seule chose qui permettrait de se dire que c'est faire, c'est la présence de packs comme Mono Bleu et Zurgo, qui seraient là pour calmer, on va dire, cette combo. C'est ça. Le problème, c'est qu'on joue midrange, on se prend ça. Pas que, t'as Guest aussi. Voilà. Mais on joue midrange, on se prend ça, on sait qu'on a perdu, quoi. C'est un peu... voilà. Mais est-ce que c'est un mal ? Je ne sais pas. Parce qu'en gros, midrange, c'est Bruce, en gros. Et Bruce, c'est quand même plutôt chier le metagame. C'est vrai, c'est des questions qui se posent, et c'est pour ça qu'on est là pour se les poser. En gros, c'est assez clair. Si on voit que Bruce est trop présent et pour autant on n'a pas envie de bannir Bruce, débannir Limon ou débannir Retainers est clairement une solution à envisager. Parce que justement, ça va permettre d'améliorer des decks qui battent bien les paquets midrange. Bien sûr. Tout en ayant pour autant des match-ups assez mauvais contre les decks combo, mono bleu ou très aggro. Ok. De l'autre côté, on va parler du coup de Loyal Retainer, donc qui est du coup, alors on le compare un petit peu à donc Meren CDC, c'était pour le Limon, je pense. Oui, c'est ça. Et Loyal Retainer, c'est un peu pour redonner au jeu Réanimation, Reanimator, leur redonner un peu une carte, on va dire un petit peu qui, puisque comme dit, qui se tuto sur survie. Voilà, qui se tuto sur survie. Et vu qu'il n'y a pas une tombe. Donc après, moi je sais pas quoi trop dire sur cette carte. Je l'ai jamais vue en action. Alors, elle a été bannie à la base parce que ça pouvait, dans Carador, faire tour 2 survie. Tour 3, je mettais sur la table un Griselbrand ou une Elechland. Et ce qui était game. Ouais. Mais déjà, ça c'était le cas en 30 points de vie. En 20 points de vie, déjà, ces decks un petit peu combo, aggro, sont pas très présents. Oui. Surtout en ayant accès au blanc, comme on l'a vu. Donc, il reste en gros que Timna Thrasios qui a pour le moment accès à tout ce qu'il faut pour jouer cette combo-là. Et encore, ce sera donc une carte bien, mais seulement avec survie. Oui. Parce que sans survie ou sans Fena Shaman, qui est déjà aussi un peu lent avec Fena Shaman, ça fait pas grand-chose pour 3-1. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que quand on joue aggro et qu'on se prend un Griselbrand T3, le 7-7 lifelink ou même, je veux dire, après, j'en sais rien, une Elechnorn ou une Yona, j'en sais rien. C'est vrai que c'est des cartes qui peuvent finir la game très très vite. Et le problème, je pense que le problème de ce genre de cartes, en fait, pour la raison pour laquelle elles sont pas déban, c'est parce qu'en fait, au final, ça va avantager quel pack ? Ça risque d'avantager les packs mono bleu. Parce qu'on se rend compte que finalement, contre ces packs-là, mono bleu est mieux que mono rouge. Parce que mono rouge, il est obligé de faire la course en espérant qu'il arrive avant. Mono bleu face à un deck un peu Thrasios Timna avec toutes ces créatures. Non, mais je veux dire, par rapport au deck combo, mono bleu est mieux que. Voilà, à la base, les mono bleus sont. Et je pense que c'est vrai qu'on est dans un format pour l'instant, où mono bleu se porte déjà plutôt pas mal.
Parce que finalement, quand on se regarde sur ce DTC, alors c'est vrai que à part le DC Duel Commander, quand on regarde finalement le Léviathan et même le Tiny Leader, on s'est rendu compte que Mono Bleu, c'était un petit peu super fort. Hein, ça... Bah, ça allait en 30 points de vie, c'est clair. Mais par contre, en 20 points de vie, c'était quand même plutôt nuancé. Voilà. Pas du alors, tout la question était, est-ce que Mono Bleu... Alors, bonne question, je me permets une petite aparté. Est-ce que Mono Bleu a finalement pas trop réussi à perfer parce qu'il y a eu une présence justement de plus de 27 Zurgo et avec on a vu un peu les decklists pour War Top 8, qu'on voit tous les packs qui étaient plutôt un bon match-up à l'époque. Bruce Ryan, qui était tous ces packs midrange qui étaient pas trop mauvais comme match-up parce qu'ils étaient plus orientés aggro, qui sont passés beaucoup plus midrange avec des cartes comme Gadog qu'on a vu réapparaître sur des listes, des cartes comme Survie, des cartes comme Voice of Resurgence qui avaient disparu, des cartes que est-ce que c'est justement pas un aveu quelque part du fait que oulala on va un peu essayer de faire en sorte que Mono Bleu passe pas? Bah moi ce que je vois c'est que il y a de mémoire juste un seul Mono Bleu en oui, 8, Léo Carbonel avec Jace. Et dans son report, on voit qu'il a affronté 0 Zurgo, 0 Guest. Et il y a d'autres joueurs qui ont joué Jace ou Baral, ont clairement, en gros, lui ont dit bah, t'as eu de la chance. Parce que moi j'ai croisé un Guest ou j'ai croisé un Zurgo et j'ai perdu. Et c'est ce qui m'a mis en dehors du top 8. Donc en soi, si Mono Bleu calme beaucoup de jeux que par sa présence, mais qu'on sait que dans tous les cas, s'il croise un Zurgo qui lui fait démonter, ça ne me dérange pas. Oui, c'est sûr. Surtout que Zurgo, ça reste le deck le plus populaire du moment. Donc on est en train de dire que Zurgo est en train de sauver le format en fait. Bah oui. La présence de Zurgo nous permet, en fait, voilà, donc la présence de Zurgo nous permet de déban des cartes fortes, parce qu'on sait que si ces cartes fortes font revenir Mono Bleu, Zurgo de l'autre côté. Toujours là pour alors que le problème qu'il y avait en 30 PV, c'est que les cartes fortes avantageaient Mono Bleu, mais qu'il n'y avait rien pour calmer Mono Bleu derrière. D'où la présence de Zurgo. C'est là mon raisonnement. Pourquoi pas, c'est un raisonnement que je comprends. Voilà, on le partage avec vous. N'hésitez pas à nous donner le vôtre dans les commentaires, comme d'habitude. Hein. Et on va continuer par cette carte que moi et Jocelyn, on veut voir des bans depuis un petit bout de temps, et d'ailleurs qu'on voulait même pas voir ban du tout. Bah c'est vrai, c'est quand il y a de ça, je crois, un an, quasiment un an pile, on a fait l'annonce en direct avec vous, et puis on a été très très surpris. En mode, pourquoi Pourquoi expliquez-nous ça Bah oui, c'est clair que c'est une très bonne carte, on le cache pas. Ça, mais non, mais ça y a rien à dire. Mais pour autant, c'est quoi quand même 8 mana, fouille c'est très fort, mais des decks comme Jace ou Baral peuvent facilement remplir le cimetière, c'est encore vrai. Pour autant, exiler des cartes dans Jace ou Baral, c'est pas non plus extra parfois trop fort, trop bien, parce que ça va contre le plan combo. C'est ça. Bah, surtout dans Jace. Dans Jace, c'est un peu plus compliqué. Dans Baral, en fait, on a le côté loot qui aide, mais il faut se rendre compte que maintenant, dans Baral, on joue quasiment plus aucun fetch. Donc le seul moyen qu'on a de remplir le grave, c'est vraiment de jouer des spells et de réussir à counter plus faire du draw discard. Donc du coup, comme dit, c'est une carte qui va pas arriver avant le tour 4, voire le tour 5. Et finalement, quand on se rend compte que ingéniosité de Jace, on l'a fait aussi tour 3-4 oui, c'est ça. Et on l'a fait fin de tour. Oui. Alors ça, finalement, la question c'est voilà. Ça, et puis donc à ce moment-là, c'est comme si une vision ancestrale jouait tour 1. Ou une vision ancestrale jouait tour 1. C'est pareil. C'est le même problème. Pour moi, ça revient au même. Voilà. Et donc si on parle du constat que la présence de Fortune des Mers dans Mono Bleu ne va pas du tout aider ces decks-là, Jace ou Baral, à améliorer les match-ups face à Zurgo. Par contre, ça peut justement aider d'autres decks un peu plus tier 2 ou moins présents. Je pense bien sûr à Léovold, à Narset, à Guest, à Bruce, Trazios, etc. Donc pourquoi pas, justement, ça peut permettre à d'autres généraux un peu plus tier 2 de revenir dans le format, comme Nin ou même Kyranos. Je suis même pas sûr que Geist le joue ça. Ouais, c'est pas sûr non plus, ça coûte cher. Ouais, c'est vraiment ça. C'est autant on comprend que Dig Through Time avait la capacité d'être éphémère et de tuto quasiment. On peut dire à ce moment-là c'était un tuto bleu quoi. Je veux dire, on va regarder sur 7 cartes, 8 cartes, 7 cartes. Après on pioche de Scry 7 après. Non, on regarde sur cette carte et on choisit les deux qu'on veut. D'accord, 7 Voilà. Donc du coup on avait limite une sorte de on va chercher une solution. Là on va piocher 3, alors c'est vrai que piocher 3 c'est fort, mais des cartes le permettent et comme dit la fouille, le fait que ce soit rituel, le fait que la fouille c'est bien plus compliqué en commander quand dans un format où on joue 12 fetch, 18 cantrip et qu'on joue cette carte x4. Voilà, comme dit en moderne, en Legacy, on est d'accord pour dire et Vintage, on est d'accord pour dire que c'est totalement pété. Ça, parce que dans tous les cas, ce sera impossible de le faire ça avant le tour 4. C'est vraiment impossible. Et le tour 4, c'est équivalent à une vision ancestrale jouée tour 1. Donc voilà, on se dit, alors dans ce cas-là, où faut ban vision ancestrale. Alors vous allez dire, pour les gens qui vont dire, oui mais vision ancestrale c'est un mauvais top deck. Alors que ça, si on la top plus tard, ça reste toujours bon.
vous avez totalement raison. Mais on pense que dans le format actuel, et vu que le fait qu'en plus on soit passé à 20 PV, on n'a plus aussi autant de temps qu'avant. Oui. Je pense que c'est une carte qui peut totalement mériter son déban. Voilà. On continue avec Humility. Alors, on va essayer un petit peu d'éviter tous les débats de règles. Voilà, une carte n'est pas ban juste parce que les règles sont compliquées. Hein. Ça. Ben, en gros, et puis moi, mais personnellement, je pense que tout comme Bread, tout comme Erayo, cette carte déban sera jouée nulle part. Ouais. C'est juste ça. Mais en gros, je vois aucune liste qui jouerait ça. Le seul possible, ce serait un deck un peu 4 couleurs qui jouerait Humility et la carte c'est l'homme avec l'homme pour mettre avec la deck, des tokens, des tokens 1, etc. Mais c'est juste ça. C'est genre, alors voilà, moi je pense que cette carte est plus ban pour une raison politique que vraiment pour une carte. C'est qu'on est dans un format où le jeu tourne autour d'un général, tourne autour d'une créature, et dire que finalement on arrête de. Enfin, cette carte fait passer. On passe un peu en Highlander quoi. Cette carte fait un peu, finalement, on passe en format Highlander. Ouais, mais pour autant, alors si on laisse Humility ban, autant ban aussi Nevermore. Moi, je suis pour. Mais en gros, ça. D'ailleurs, moi, je pense que théorique. D'un point de vue théorique, je pense que le ban de Nevermore pourrait aussi aider au déban de Zur, par exemple. Pourquoi pas enfin, du moins, ça me choquerait pas si Humility me reste ban. Ouais, moi aussi. Ça, je pense, mais voilà. Mais après, Après, c'est une carte, c'est vrai, qui coûte 4. C'est pas une vraie race, donc les créatures elles restent et commencent à nous mettre des dégâts derrière. Et alors on dit donc la prochaine banlist sera donc en juillet. C'est ça, lors de la sortie de l'extension de la banquette. On sera encore là présent avec vous pour faire le soir même un live. Et après on fera une petite pause pendant le mois de juillet et le mois d'août, on reviendra juste fin août pour la sortie de Commander 2017 qui arrive quelques mois en avance ce tour-ci. En tout cas, on espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous aimez un petit peu ce genre de format qu'on fait en off, du coup pas en live, avec justement un PDF et des choses un peu plus préparées, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous dire si vous voulez qu'on les refasse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à mettre dans les commentaires ce que vous a plu. On va finir par une dernière petite info. Et on va essayer de mettre une image derrière. On vous a parlé du format de Commander 2017, et ben on vous donne l'occasion de tester ce format Commander 2017 le 10 septembre pour le Legendary Tournament Commander, le LTC, donc le tournoi que l'on organise, donc la Team Tokar Magic TT avec en partenariat avec la Horde des Maltus et avec aussi donc la présence de joueurs comme Noam Maubert qui seront là aussi et d'autres personnes qu'on va essayer d'inviter aussi. Il y aura aussi Asimov donc Jocelyn qui sera là, et du coup voilà, on va essayer de faire un gros tournoi dans la région du Grand Est en Duel Commander, donc n'hésitez pas vraiment à venir, à regarder aussi là, sur la page du LTC, et voilà, donc c'est pour ça vous permettra d'essayer un peu les nouveaux généraux, les nouveaux méta. Sur ce, nous on vous dit à très bientôt, ciao ciao. Salut.